De retour dans l'Africa Newsroom, Gemal, Taleb, Gracien, Rokindikiza et Daoud Attal, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. La récente chute des cours des matières premières a exacerbé le dilemme de nombreux gouvernements africains. Comment tirer le meilleur profit de ces ressources pour le budget national tout en évitant de décourager les investisseurs avec des taxes très élevées? Une question à laquelle ont tenté de répondre plusieurs analystes. Voyez ce sujet d'Aminata Diak. En Afrique, la chute des cours des matières premières met le continent sous pression. Malgré un sous-sol riche en ressources minières, la conjoncture actuelle contraint les entreprises à se retirer d'Afrique en raison des coûts de production trop élevés et l'augmentation des impôts dans plusieurs pays. En exemple, la récente décision du gouvernement zambien de multiplier quasiment par 3 ses taxes sur l'extraction du cuivre qui représente 70% des revenus d'exportation du pays. Une décision qui, pour certains spécialistes, est prise au pire moment, risquant de faire fuir les investisseurs. Une analyse qu'admet la ministre zambienne du Commerce et de l'Industrie. Ce n'est pas le bon moment. Le prix du cuivre est à son plus bas niveau. C'est pourquoi le président Edgar Lungu a dit que nous étions prêts à nous asseoir et à discuter avec les compagnies minières. Pour certains analystes, il est normal que les pays africains essaient de tirer profit de l'exploitation de leurs ressources naturelles, même si la conjoncture n'y est pas favorable. De mon point de vue, un État ne peut aller chercher des impôts que là où il peut les avoir. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qu'il ne faut pas que nous oublions. C'est qu'une politique fiscale, c'est quelque chose de sélectif et adaptatif par rapport à l'environnement économique. Donc, dès cet instant-là, le fait que les États africains veuillent augmenter les taxes sur les investissements ne me paraît pas quelque chose de négatif. Tout simplement pourquoi nous savons aujourd'hui que l'Afrique est le continent dans lequel vous avez les États qui tirent le moins de revenus des différentes exploitations. Il faudrait quand même que les firmes multinationales qui viennent exploiter les matières premières en Afrique payent au juste prix, en termes d'impôts, leurs exploitations qui se passent en Afrique. Au regard de la situation actuelle, plusieurs économistes s'accordent sur la nécessité pour les gouvernements africains de prendre des décisions qui devraient s'inscrire dans le contexte de la chute des prix des matières premières. Ils sont nombreux à revoir leur politique d'exploitation des matières premières pour ne pas accélérer le déclin des compagnies minières et maintenir les apports des investisseurs. Daouda, terrorisme, Ebola, chute des matières premières, nos économies connaissent une période assez trouble. Oui, assez trouble, mais pas si désespérant que ça. Il faut pas perdre espoir. En tout cas, parce que d'un autre côté, il y a aussi des choses qui bougent. Mais ce problème des matières premières, c'est un réel problème. Et malheureusement, ce que ça va entraîner, c'est des coupes budgétaires dans la plupart de ces pays qui finalement, pour la plupart, ont quasiment la moitié de leurs recettes d'exportation composées des hydrocarbures. Donc ça repose, toujours le problème de la diversification de l'économie, etc. Mais j'ai en tête l'exemple du Gabon, par exemple, avec son plan stratégique Gabon émergent, qui sera quand même un petit peu difficile à tenir au niveau des engagements qui sont programmés dans ce plan, à mon avis. D'autant plus que certains pays... Bon, là où c'est positif, c'est que les subventions aux carburants vont quand même baisser, ce qui va faire un certain nombre de dépenses en moins au niveau de la structure du budget de l'État, puisque dans la plupart des pays, bon, dans certains pays en tout cas, le carburant, les hydrocarbures sont subventionnés, que ce soit lié à l'énergie ou à la consommation d'essence, etc. Donc ça repose l'impérieuse nécessité, Amira, de diversifier l'économie, d'avoir accès à d'autres sources d'activité, d'être plus compétitive dans tout ce qui est transformation et export à l'international. Je pense sinon, si ça continue comme ça, ça va créer de sérieux problèmes aux gouvernants. Oui, Gemal, on en revient toujours à ce même problème, le problème de ces économies de rente qui comptent trop sur leur sous-sol et qui oublient de diversifier leur économie. Je suis tout à fait d'accord et Daoud a raison. La dépendance très forte par rapport aux matières premières est, de mon point de vue, mais du point de vue de beaucoup d'autres gens, pas la chose la plus intelligente qu'on ait inventée. Beaucoup de pays très riches, très développés, le Japon, je peux en citer beaucoup d'autres, n'ont pas de matières premières. Et ils vivent de la façon la plus confortable et la plus développée qui soit. Nos pays, parfois les plus développés en matière de matières premières, en tout cas les plus riches en matière première, ne sont pas forcément les plus développés. Ce qui veut dire que la corrélation n'est pas toujours évidente. Deuxième aspect important,
il y a une chose qui est évidente aujourd'hui, c'est la hausse des investissements sur le continent, et notamment en termes d'infrastructures. Ça se fait au moment où le prix, la rente des matières premières est en baisse. C'est-à-dire que nos pays sont capables de développer, d'avoir un potentiel qui n'est pas seulement les matières premières. Daouda a raison, si on pouvait, encore une fois, créer une économie de la consommation, et qui soit capable de créer de la richesse intérieure. Si on pouvait transformer la matière première et pas être seulement dépendant de leur exportation et donc de l'enrichissement par rapport à une rente, ce ne serait pas plus mal. Je ne suis pas le premier à dire tenir ce sujet, pas le dernier. Et hélas, je pense que ce n'est pas la première et la dernière fois que nous traiterons ce sujet parce que nous en sommes très loin, hélas. Oui, puisque Gratien, c'est quand même illogique toute cette chaîne. On produit des matières premières, on les exporte et puis après on nous les revend transformées. Oui, justement, c'est ce que Jemal vient de dire. Il y a beaucoup d'infrastructures qui se mettent en place en Afrique. On construit des chemins de fer, des bâtiments. On a besoin, par exemple, du fer, du cuivre. Le cuivre zambien part en Europe, transformé. On reçoit, on importe les barres pour construire des chemins de fer. Il y a le fer guinéen qui part à l'étranger, qui revient en Afrique. Donc, ce qui fait que nous, les Africains, nous avons la matière première que nous vendons moins cher parce que déjà, notre matière première n'est pas cotée en Afrique, elle est cotée à l'étranger, là où ils ne produisent pas, et on nous vend la matière première qui a été déjà transformée. Nous, on perd cette plus-value liée à la transformation. Est-ce que les États en ont conscience aujourd'hui? Les États en ont conscience, mais... Est-ce qu'ils sont prêts, en tout cas, à vraiment investir justement dans cette industrie de transformation? Bon, je dirais que les États sont prêts, mais les États ne sont pas prêts à mutualiser les moyens au niveau de plusieurs pays, au niveau des sous-régions, parce qu'un seul État, même par exemple, prenons pour traiter, que ce soit le fer de Guinée ou que ce soit le cuivre de Zambie, il faut qu'il y ait déjà une mutualisation au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique australe, par exemple, pour produire la matière, disons, les produits finis, afin de les vendre au niveau de ces pays. On ne peut pas, chaque pays ne peut pas avoir beaucoup de moyens, assez de moyens pour transformer, mais on peut recourir aux autres moyens, comme les autres pays en ont fait, notamment les pays émergents, essayer d'avoir les capitaux étrangers, mais obliger à ce qu'il y ait la transformation sur place. Sinon, si on continue à exporter, on finira par s'appauvrir, même au niveau de ces matières premières, et au niveau de la croissance, on n'aura même pas, disons, les produits pour évoluer, parce qu'il y a les pays émergents qui vont, disons, demander beaucoup de biens, notamment beaucoup de matières premières aussi. Alors, Daouda, on l'a vu dans certains pays, pour pallier justement à cette chute des matières premières, des États qui augmentent leurs taxes, elles augmentent donc leurs taxes pour récupérer de l'argent, mais en faisant cela, les investisseurs fuient le pays et elles perdent encore plus d'argent. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Manifestement, c'est une mauvaise stratégie. Oui, manifestement, c'est une mauvaise stratégie, effectivement, d'autant plus que l'investisseur, ce qui l'intéresse, c'est je peux aller investir à des conditions intéressantes, avec un environnement juridico-économique favorable, et que mon investissement sera sécurisé avec un coût le moins cher possible, puisque la rentabilité de l'entreprise est en avant par rapport à la décision d'investir pour chacune d'elles. Les entreprises ne sont pas des États, donc si vous augmentez les taxes et que le voisin à côté présente des conditions plus avantageuses, ils vont à côté. Donc ça pose la question de finalement l'attrait, le fait d'attirer même tout ce qui est investissement direct étranger, effectivement. Donc je pense que là n'est pas forcément la solution. Maintenant que l'État veille à encaisser tous les fonds, que ce soit au niveau de la fiscalité, qui lui reviennent. Ça, je suis tout à fait d'accord. On ne va pas laisser exploiter une activité sur place sans que l'État y trouve son compte. Par contre, volontairement augmenter tout ça, rendre l'environnement moins favorable pour les entreprises, pour compenser les baisses liées à l'export des hydrocarbures, là, je pense que c'est une mauvaise stratégie. L'huile de palme, l'autre poumon économique de l'Afrique, ingrédient clé de nombreux produits alimentaires mais aussi cosmétiques. Cette huile est l'huile comestible la moins chère au monde. Le continent africain présente un potentiel certain pour la culture du palmier à l'huile. Toutefois, les obstacles qui entourent sa production sont très très nombreux. Un sujet de Birama Saounera. Originaire d'Afrique, l'huile de palme est au cœur des traditions et de la vie de nombreuses communautés au monde.
Pourtant, le continent africain ne fait pas partie à l'heure actuelle des grands producteurs mondiaux d'huile de palme. Toutefois, le Nigeria se distingue avec une production de 910 000 tonnes par an. À cela s'ajoute la Côte d'Ivoire avec une production annuelle de 390 000 tonnes. Les transactions foncières menées par les gouvernements, les possibilités de microcrédit offertes par les établissements bancaires et les régimes fiscaux favorables comptent parmi les facteurs qui rendent la culture de l'huile de palme particulièrement attractive. L'huile de palme est une composante essentielle pour l'économie et pour la sécurité alimentaire sur le continent africain. L'Afrique, berceau originel du palmier à huile, est désormais au centre de toutes les convoitises de multinationales de l'agroalimentaire. Cependant, la production de cette denrée est confrontée à de nombreux défis. Il y a un potentiel important, énorme en Afrique en matière de production d'huile de palme. Simplement, ce potentiel n'est pas sans risque. Il n'y a pas d'études suffisantes sur l'impact environnemental de cette production d'huile de palme. Donc, il faut améliorer la qualité de cette production, mais aussi mettre en place des infrastructures en termes d'industrialisation qui permettent de capitaliser cette production dans certaines régions africaines qui restent artisanales. La culture du palmier à huile est confrontée au problème de la déforestation. Elle suscite également la controverse dans certaines régions du continent. Les difficultés liées à l'accaparement des terres subsistent. Aujourd'hui, la valorisation en Afrique de cette denrée alimentaire s'impose. En juillet 2013, se tenait à Abidjan en Côte d'Ivoire le premier congrès africain de l'huile de palme. Selon les participants à ce congrès, la production d'huile de palme en Afrique pourrait atteindre 600 000 tonnes d'ici 2020. Alors Gracien, les ONG et autres associations crient au danger devant ce boom de l'huile de palme, car il faut détruire des forêts pour planter ces palmiers à huile. Il y a également une mise en garde par rapport à la santé des consommateurs de cette huile de palme. Ça fait beaucoup pour un seul produit. Ça fait beaucoup. Ce sont des accusations qui sont, je dirais même gratuites, parce que l'huile de palme en soi n'est pas un produit qui est mauvais pour la santé, mais c'est surtout, il parlait de l'huile de palme quand ça a été déjà transformé. Pourquoi autant de polémiques autour de ce produit? Oui, on en parle, il y a beaucoup de polémiques parce qu'il y a des lobbies, il y a des sociétés par exemple qui veulent faire des produits qui sont synthétiques. Il faut dire que ces analyses, souvent, ils les font après la transformation, après avoir ajouté d'autres matières, d'autres additifs, ce qui fait que tout est transformé. Mais sinon, l'huile de palme que nous consommons en Afrique ne pose aucun problème selon plusieurs chercheurs. Donc, il n'y a pas vraiment un problème de ce côté-là. Souvent, on va parler. Alors, quel est le problème selon vous? Le problème qu'il y a le problème aussi de commercialisation, il y a le problème de lobbying, parce que on sait bien quand on fabrique les Nutella ou autres, les cacao, on ajoute la matière première qui est l'huile de palme, mais l'huile de palme qui a été déjà transformée avec d'autres additifs. Or, il y a des lobbying qui veulent maintenant ajouter des produits, plutôt des produits synthétiques, ce qui fait qu'on va mettre de côté l'huile de palme, on commence à accuser. Bon, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de publicité pour nous, les Africains, on ne fait pas beaucoup de marketing pour défendre notre produit. Mais concernant au niveau de la production, que ça commence à s'étendre, c'est normal, oui, ça s'étend parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Le seul problème que je pourrais dire au niveau de l'huile de palme, c'est surtout le fait que nos agronomes n'arrivent pas à associer la culture d'autres cultures avec l'huile de palme, notamment que ce soit le haricot, le maïs, pour que les gens ne soient pas cantonnés au champ de palmiers. Le risque de monoculture. Oui, voilà. Qu'il y ait aussi d'autres cultures qui sont associées, donc que ça rapporte des choses de la nourriture à consommer localement plutôt que de se contenter de l'exportation. Alors, j'ai mal au-delà des problèmes sanitaires ou alors environnementaux. Le problème, c'est également ces gros industriels qui arrivent dans les pays où il y a beaucoup de palmiers à huile et qui s'accaparent les terres de façon abusive. S'ils le font, ils le font avec l'autorisation des autorités du pays. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent le faire que si le pouvoir politique démissionne ou accepte. Moi, je suis moins d'accord, mais en tout cas, je mets un bémol par rapport à ce que Gracien a dit. Par rapport aux problèmes environnementaux? Oui. Moi, je ne suis pas le plus grand spécialiste au monde de l'environnement, je pense que ça se voit. Et je ne suis pas non plus un grand spécialiste de l'huile de palme. Toutefois, et c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends. Nonobstant l'idée que vous avez bien avancée de monoculture, qui est un phénomène grave et sérieux, Gracien l'a dit. Il y a un problème de santé posé, en tout cas. Gracien et moi, on n'a pas dit lire les mêmes chercheurs. Et ceux que j'ai lu, moi, considèrent que c'est un poison. Et que c'est un poison qui tue à petit feu. Et qu'elle est particulièrement dangereuse. C'est ce que je lis, encore une fois. Et donc, si elle est à bas prix,
c'est parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Si elle n'est pas de bonne qualité, c'est parce qu'elle est grave pour la santé. Encore une fois, c'est ce qui se dit tout le temps. Et dans les pays là où ça a été fait, c'est une grande période. Parce que le continent africain n'est pas le premier producteur mondial de l'huile de palme. C'est la Malaisie. Et donc, il y a un pays, je ne sais pas ceux qui l'ont traversé, de long en large, il n'y a que l'huile de palme. C'est, alors pour le coup, le vrai pays de monoculture. Elle est à bas prix, elle ne coûte pas cher, elle rapporte beaucoup, et semble-t-il, à la fin de la chaîne, elle tue le consommateur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lis. Je ne suis pas capable d'affirmer davantage que mes lectures. Et d'ailleurs, s'il y a une controverse là-dessus, c'est que la controverse est bien basée sur quelque chose. Les chercheurs ne sont sans doute pas d'accord. Beaucoup disent que si elle n'est pas dangereuse, et les recherches qui ont été faites sont souvent financées par les industries eux-mêmes de l'agroalimentaire qui produisent de l'huile de palme. Les autres, plus indépendants, semble-t-il, considèrent que c'est un vrai poison. Après, je n'en sais rien. Et on va passer aux chiffres du jour. L'Égypte table sur la signature d'accords situés entre 15 et 20 milliards de dollars lors de la conférence d'investisseurs qui s'est ouverte ce vendredi 13 mars à Sharm el-Sheikh. Daouda, qu'est-ce que vous inspire ce chiffre ? C'est très ambitieux, je trouve, mais aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait faisable pour l'Égypte de lever cette somme. D'autant plus qu'il y a quand même des pays comme l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et le Koweït qui soutiennent Sisi, le président égyptien, même si les pays, on va dire, le Qatar, etc., qui soutenaient Morsi ne sont plus là. Il y a aussi les États-Unis. Apparemment, les États-Unis dépêchent une délégation, en tout cas, qui arrive à cette conférence. Donc je pense que c'est ambitieux. Il y a une trentaine de projets qui sont présentés apparemment, dont le canal de Suez. Je pense que c'est une bonne chose et c'est tout à fait possible parce que quand on regarde les comptes au niveau de l'économie égyptienne, on se rend compte quand même qu'il y a un déficit budgétaire supérieur à 10%. La santé financière, on se rend bien compte de ce que c'est. Donc une dette publique qui est quand même assez importante. Bon, s'endetter encore, on peut se poser la question si c'est judicieux, mais au vu des projets qui sont présentés et de ce que ça pourrait générer comme emploi et comme croissance, je pense que c'est intéressant parce que le taux de croissance de l'Égypte aujourd'hui c'est 2%, ils veulent doubler en deux ans. Il faut ce genre d'initiative en tout cas. Merci Daouda d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Désolé messieurs de ne pas vous avoir interrogé sur ce sujet. Merci Jamal. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous également Gracien d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à tous. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ça reprend la semaine prochaine avec une semaine consacrée à la recherche scientifique et à l'innovation technologique sur le continent africain. À très vite.